Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Bonjour mes chers abonnés, eh bien écoutez, c'est la revue de presse du mercredi 30 avril 2025, la revue de presse numéro 499. Alors, ne pas oublier, d'aller voir ma vidéo sur le 30 avril 1975, la chute de Saïgon. Je l'ai intitulée De Kiev à Saïgon. Voilà. Et puis, quoi de neuf? Quoi de neuf en Ukraine? Eh bien, les Russes avancent toujours. Le cessez-le-feu qu'avait proposé M. Poutine est refusé par Zelensky, apparemment. Voilà, on avance à grands pas, comme vous pouvez le voir, vers la paix. La revue de presse numéro 499. Bonne lecture. Au revoir. Il n'y a aucune raison d'attendre le 8 mai. Il faut arrêter les combats, pas seulement pour quelques jours, pour reprendre ensuite les tueries. Un cessez-le-feu immédiat, complet et inconditionnel, pendant au moins 30 jours pour qu'il soit garanti et fiable. Voilà ce qui peut servir de base à une véritable diplomatie. Dans un discours nocturne, M. Zelensky a également déclaré qu'un accord avec les États-Unis visant à développer les minéraux de l'Ukraine était devenu plus fort et plus équitable après les négociations. Il a par ailleurs salué le service de renseignement extérieur ukrainien pour avoir tué de hauts responsables militaires russes depuis le début du conflit en 2022. Il n'a pas mentionné l'attentat à la voiture piégée dans lequel un officier supérieur russe avait trouvé la mort la semaine dernière, acte que le Kremlin a imputé à Kiev. Bonjour, nous sommes le 29 avril 2025 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine. Alors tout d'abord, le général d'armée russe Valery Gerasimov, qui est également chef d'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie depuis 2012, a reconnu et félicité les soldats nord-coréens qui se sont battus dans l'oblast de Koursk contre les forces armées ukrainiennes. Le président Poutine a également félicité et remercié ces soldats nord-coréens. D'ailleurs, le président Poutine a annoncé un cessez-le-feu de 72 heures entre le 8 et le 11 mai pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment avec la parade du 9 mai. Mais le président Zelensky a refusé et a lui proposé un cessez-le-feu de 30 jours. Les Ukrainiens ont reconnu la perte d'un Sukhoi 27. Donc ce dernier a été abattu et apparemment le pilote a pu s'éjecter, mais aucun visuel de cet événement n'a encore été publié à ce jour. Alors avant de nous rendre sur la ligne de front, nous allons nous diriger vers l'oblast de Bryansk, qui se trouve ici, où il y a eu un raid de drones ukrainiens. Et si la plupart de ces derniers ont été abattus, 2 à 3 d'entre eux sont parvenus à toucher et donc à frapper cette usine, donc qui a été bombardée donc le 27 avril. C'est l'usine microélectrique Crémini L, et c'est la 5e fois que cette usine a été attaquée depuis le début de la guerre. D'abord, je veux rappeler qu'il y a 30 jours, il y a eu cette initiative de moratoire temporaire sur les infrastructures énergétiques. Il a été obtenu par les Américains qui ont négocié avec les Ukrainiens et Poutine a immédiatement donné l'ordre à notre armée de cesser de tirer sur toutes les cibles énergétiques en Ukraine. Cet ordre a été rempli immédiatement, malgré le fait qu'au moment où il a été donné, nous avions lancé quelques drones sur les cibles du complexe militaire de l'Ukraine. Les drones ont été liquidés en vol par nous-mêmes. Et depuis, nos militaires respectent cet ordre. Or, quotidiennement, la partie ukrainienne attaque des cibles de nos infrastructures énergétiques. Soit l'Ukraine ne veut pas respecter cette trêve, ces accords,
soit elle ne peut pas. Comment ça, elle ne peut pas? Zelensky, et c'est bien connu, ne contrôle pas la totalité de ses divisions. Zelensky peut ne pas contrôler la totalité de ses troupes. Certains bataillons ne l'écoutent pas. Il y a des bataillons nationalistes qui n'écouteront pas ses ordres. Ça, c'est un gros problème. Vous avez entendu la déclaration de notre ministère de la Défense, selon laquelle la frappe ciblait un endroit précis où s'étaient réunis des commandants de l'armée ukrainienne. Plus de 60 personnes ont été liquidées. Ce sont des gens qui combattent nos soldats armes à la main, ceux qui donnent des ordres pour que nos soldats soient tués. Nos militaires ont rempli leur mission. Malheureusement, comme d'habitude, le régime de Kiev n'a pas hésité à placer ses militaires, des éléments de l'infrastructure militaire, au beau milieu de la population civile. Donc nous allons terminer cette vidéo avec une explosion qui a eu lieu sur la commune de Novorossiysk, qui est donc cette ville qui se trouve ici, qui abrite également un port. Mais l'explosion a donc eu lieu le 28 avril, ici. Selon cette source, il pourrait s'agir d'un missile Neptune. Et cette explosion a eu lieu dans cette zone industrielle exactement, au nord-ouest de la ville de Novorossiysk, qui est ici, et qui abrite un port, comme vous pouvez le constater. Et pour rappel, une partie de la flotte de la mer Noire, donc la flotte russe, avait trouvé refuge dans ce port suite aux attaques de missiles et de drones ukrainiens en Crimée. En pleine effervescence diplomatique, en attendant un éventuel arrêt des combats, les attaques de drones se poursuivent entre l'Ukraine et la Russie. Dans la nuit de lundi à mardi, 2 civils ont perdu la vie côté russe et une adolescente près de Dnipro, en Ukraine. Alors que Kiev appelle à un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat, Moscou a décrété une trêve du 8 au 10 mai, à l'occasion des 80 ans de la victoire soviétique, aux côtés des Alliés contre l'Allemagne nazie. Une décision dénoncée par le président ukrainien. Зараз, от знов, чергова спроба маніпуляцій. Чомусь всі повинні чекати 8 травня. І тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів. Dans un entretien au magazine américain The Atlantic, le président Donald Trump a évoqué lundi la possibilité d'infliger des sanctions, notamment bancaires, à la Russie. Вони переживають, що у них парад під питанням. І правильно переживають. Але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити. Parce que il est évident que l'Europe aujourd'hui a besoin de partenaires stratégiques dans le domaine des ressources naturelles, parce qu'on a besoin d'un certain nombre de ressources pour faire fonctionner une économie, à commencer par du gaz, du pétrole. On a du nucléaire, mais on s'est assis dessus, on préfère mettre en place des éoliennes qu'on achète aux Chinois, mais enfin c'est encore un autre sujet. Si on veut garder notre souveraineté, il y a des domaines de l'économie, de la société, où on doit être indépendant. C'est-à-dire qu'à aucun moment, est-ce qu'on peut subir la pression d'une nation tierce qui nous dirait, attention, on va plus vous nourrir, on va plus vous envoyer des médicaments, on va plus vous envoyer des ressources dont vous avez besoin pour faire travailler votre économie, si vous ne prenez pas telle décision géopolitique, si vous ne prenez pas telle décision d'achat. Donc, il y a des éléments, on va dire, fondamentaux dans une société où il faut garder la souveraineté pour ne pas être dépendant d'une autre nation. Et donc, c'est le travail entre des nations européennes et la Russie qui dispose de ces ressources naturelles était tout à fait intelligent. Et à qui est-ce que ça, c'était non bénéfique? C'était les États-Unis. Parce que, et c'était leur grande crainte, et ça a toujours été leur grande crainte, et c'est pas récent. On a déjà cette vision de Spikeman et de Mackinder, qui sont vraiment des pères de la géopolitique aux États-Unis au début du XXe siècle, où ils se rendent compte que, en gros, le centre du monde
si on voulait dire, le centre de gravité mondial est en Russie. Et c'est pas parce que c'est la Russie, c'est juste parce que c'est autour de la Russie. Si on regarde très bien, eh bien vous avez 60, si vous prenez l'Afrique, l'Europe, l'Asie, eh bien vous avez 75% de la population mondiale, 75% des ressources naturelles connues, et que c'est ici que tout se passe. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que les pays qui sont autour des 75% ne se retrouvent pas pour mieux travailler ensemble, mieux collaborer? Eh bien, vous les divisez. Divide et impera. C'est un peu le slogan des empires. Et c'est ce que les Américains ont toujours cherché à faire, c'est-à-dire éloigner les puissances qui permettraient aux nations européennes d'être indépendantes. Parce que si on est indépendant des États-Unis, les États-Unis, si vous regardez justement les cartes de Spikeman et Mackinder, les États-Unis, ils représentent eux-mêmes une île. C'est une île loin de l'île monde, donc l'île monde, c'est ces 3 continents ensemble, l'île monde dans laquelle tout se passe. Et les États-Unis, ça va être un peu plus compliqué de dominer le reste du monde si eh bien on s'entend bien entre ces 75% de la population. Donc ils ont toujours cherché à diviser. C'est la raison de toutes ces guerres, c'est la raison des 700 bases qu'il y a dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Or, comme nous avons été vassalisés par les États-Unis et De Gaulle, il faut relire c'était De Gaulle, le père Fitz, tout ce que De Gaulle avait vu pendant même la résistance, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a annoncé ce qui était en train de se passer. Il a dit aux Français, attention, il avait compris ce que les États-Unis voulaient faire de nous. Il n'a cessé de le répéter, on l'a pas écouté. Et malheureusement, même sous De Gaulle, il avait dans sa propre administration des personnes qui étaient stipendiées, manipulées, travaillées par les renseignements américains. Éric Branca parle de Jean Monnet comme comment dire, je sais plus quel est le terme exact qu'il emploie, mais du plus grand défenseur des intérêts des États-Unis. En résumé, les Russes continuent d'avancer dans l'oblast de Soumy, là où ils ont reçu pour mission de créer une zone tampon. Dans la région de Belgorod, l'infanterie russe est parvenue à reprendre les villages de Popovka et de Demidovka. Quelques avancées également sur le front de Louhansk et Toretsk, mais la plus importante modification sur le front du Donbass donc, est à mettre au profit des Russes. Dans le secteur de Rozliv, petit village où à l'ouest, plusieurs attaques ont été menées par l'infanterie russe qui leur a permis de sécuriser du terrain. Donc là, les États-Unis font tout, et c'est pour ça qu'il y a eu cette herse en Ukraine, parce qu'à partir du moment où on commençait à se rapprocher, ce qui est dans l'intérêt de tout le continent, eh bien, à partir du moment où il y a cette herse, eh bien, les Américains ont une chasse gardée. Ils gardent le contrôle sur le territoire européen et ils ont beaucoup investi là-dedans. Ça, c'est clair. Le plan Marshall est un plan où même Hoffman, qui était donc le premier administrateur du plan Marshall, dit notre but c'était de créer, donc c'est le responsable du plan Marshall, notre but est de créer une Europe intégrée. Parce que c'est plus facile pour les Américains d'avoir une Europe avec les mêmes règles, les mêmes normes pour exporter alors à l'époque leurs tracteurs, leurs voitures, aujourd'hui leurs téléphones, leurs serveurs, leurs avions de chasse. C'est plus facile d'avoir un seul marché intégré pour importer des produits américains que d'avoir des sociétés américaines qui doivent négocier avec des lois spécifiques, des règles spécifiques au Danemark, en Suède, en Espagne, au Portugal. Et la dernière chose que voulaient les Américains, c'est donc que l'Europe s'émancipe de la tutelle de Washington pour se rapprocher d'autres nations, parce que ce rapprochement aurait été bénéfique aux nations européennes et leur aurait permis à développer leur propre souveraineté. C'est ça le grand jeu c'est ça ce qu'on voit en ce moment. Le grand enjeu mondial pour nous, en Europe en tout cas, c'est ça. I think this is a perversion of history. And I'm shocked by it, but it's happening. It's the European Union has done this. It's more of the political elite of Europe, I believe. I don't think the people buy this at all. I think anybody who reads history and is intelligent and thinks for themselves, the French people I can speak for, I think they understand much better than their leaders do the futility of this campaign against Russia by the EU. Alors sur Nord Stream, je pense que c'est pas évident que s'il faut chercher si on pouvait faire mener des traces d'ADN, on trouverait de l'ADN d'Américains partout sur ce pipeline explosé. Seymour Hersh avait sorti un article très bien, très documenté, qui est un des plus grands journalistes d'investigation des États-Unis, accusant directement Biden et l'administration. Biden avait dit il avait dit à des journalistes que de toute manière, si Poutine entrait en Ukraine, eh bien, il y aurait plus de Nord Stream 2. Donc il a dit
Et là, une journaliste lui demande mais comment vous allez faire parce que c'est pas un projet américain. Nord Stream 2, pour rappel, hein, est un projet complètement européen parce qu'il y a des capitaux russes dedans, mais il y a également des capitaux français, il y a des capitaux suisses, il y a des capitaux allemands. C'est pas un projet russe, c'est un projet européen parce que les Européens n'ont pas beaucoup de gaz. Le Danemark, les Pays-Bas en avaient un petit peu, pas le Danemark mais la Norvège aussi, mais on a besoin de gaz. Hein, on peut couper si on n'en achète pas en russe, on va en acheter à qui? Aux pétromonarchies du Golfe ou ailleurs, peu importe, mais il va falloir en acheter aux États-Unis. Mais il s'en était vanté avant. Et cui bono, à qui profite le crime? Donc c'est évident que en coupant le gaz russe, on illustre exactement ce qu'on vient de dire, Nicolas, de cette volonté des États-Unis de garder le contrôle sur ce grand espace géographique, hein, ce que Brzezinski a appelé un protectorat. Il disait que l'Europe de l'Ouest est globalement un protectorat américain. Et c'est évident que c'est les Russes les Américains qui ont fait ça. Est-ce qu'ils se sont servis de soldats ukrainiens, polonais? Je ne sais pas, mais c'est eux qui ont commandité. Et aucune grande puissance n'est capable de faire ça sans que les États-Unis soient au courant. Et parce que, et comme par hasard, voilà, qu'est-ce qui se passe? On n'importe plus de gaz russe, ou moins en tout cas, mais on importe du gaz naturel liquéfié américain, que les Américains nous vendent a priori 4 fois plus cher que ce qu'ils vendent à leurs propres entreprises. L'énergie assurée par la Russie, il n'y en a plus. Du coup, on va voir comment l'Europe va se débrouiller. Les indicateurs économiques, en tout cas pour l'Allemagne, ne sont pas bons, vraiment pas bons. C'est une désindustrialisation qui a commencé. En ce qui concerne l'énergie, la France s'est avérée davantage capable de regarder à long terme avec le nucléaire. Mais donc, pour le prix du gaz et du pétrole n'est pas si important. Mais en revanche, l'Allemagne, qui n'est pas si loin, elle a fermé tous ses réacteurs nucléaires et ne peut plus fabriquer des voitures pas chères. Les sanctions, c'est toujours à double tranchant. Les sanctions nuisent au monde entier. La Russie est un peuple paisible, que la Russie ne veut pas la guerre, que la Russie veut la paix. Le président Poutine vient de déclarer un cessez-le-feu à l'occasion des cérémonies du 9 mai, entre le 8 et le 11 mai. Je pense que c'est un symbole très fort, un symbole important. À l'heure où nous célébrons la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais nous célébrons aussi, j'espère, le retour de la paix en Ukraine et le retour de la paix en Europe. Une paix dans laquelle j'aurais espéré que la France puisse jouer un rôle, en tout cas la France d'aujourd'hui. Malheureusement, les décisions sont contraires au bon sens, sont contraires à la raison. Mais j'espère que sur la durée, nous pourrons de nouveau célébrer l'amitié franco-russe. Nos deux gouvernements pourront la main dans la main célébrer l'amitié franco-russe. Qu'est-ce que mon grand-père a toujours voulu? Le partenariat avec la Russie. Parce que être rassemblés, ça a toujours été profitable à la Russie et à la France. Et pour ne pas s'impliquer militairement? Au final, ils se sont aussi impliqués. L'Europe y participe aussi militairement. Quand une arme française tue un soldat russe, c'est bien une implication militaire. Il faut appeler les choses par leur nom. Mais ce n'est pas une implication directe. Peut-être. Non, alors il faut expliquer aux Français que si cette arme française tue un soldat russe, nous le disons ouvertement en Russie. Peskov, donc le porte-parole du Kremlin, dit que les discussions avancent bien. Lavrov, qui est donc le ministre des Affaires étrangères, dit que ça avance bien. Trump dit que ça avance bien. Witkoff, l'émissaire de Trump, le proche ami de Trump, dit que ça avance bien. Donc c'est quand même quelque chose de positif. Et comme tu le disais, Nicolas, il y a quelques instants, les sujets évoqués dépassent largement l'Ukraine. L'Ukraine, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. S'il doit y avoir un rapprochement entre Moscou et la Russie, on va parler de l'énergie. Ils vont parler des produits agricoles. Ils vont parler des différents points chauds dans le monde, en Asie, en Amérique latine. Ils vont parler de tous ces sujets, des anciens traités Open Sky, ciel ouvert, des armes nucléaires à portée intermédiaire. Il y a tous ces sujets qu'ils doivent évoquer. C'est pour ça que ça prend du temps. Alors, Trump, évidemment, il n'aurait jamais dû dire qu'il allait régler ça en 24 heures. Alors, il dit que c'était une formule, mais ça va prendre du temps parce qu'il y a énormément de sujets et l'Ukraine en fait partie. Et le paradoxe de tout ça, c'est que au lieu que l'Europe s'en réjouisse en se disant bon bah écoutez, on va arrêter de se battre, on va trouver une solution,
l'Europe prend le chemin de la guerre, veulent aller encore plus loin dans la guerre, et à la fin, ce qui risque d'arriver, c'est que peut-être que Moscou et Washington vont se mettre d'accord sur un sujet comme Nord Stream, qui était un projet européen, je le rappelle, à la base. Et quand je dis européen, c'est pas Union européenne, c'est un vrai projet européen, russe, suisse, français, bref, allemand, serait récupéré par les États-Unis, qui récupérerait une commission sur un produit que nous avions avant sans commission, sur un projet qu'eux-mêmes vont récupérer, là, que c'est un projet européen, c'est-à-dire qu'on va vraiment être encore plus soumis que nous ne l'étions avant par notre propre bêtise. C'était comme si toute l'Europe travaillait pour l'administration de Biden. Il faut le dire franchement. Si je travaillais pour le ministère des Affaires étrangères, j'utiliserais un langage diplomatique. Mais je vous parle directement. L'Europe n'était pas souveraine. Elle accomplissait ce que lui demandait d'accomplir l'administration de Biden. Comme si chaque président, chaque premier ministre était un conseiller de Байден. Но тем не менее в своем выступлении я сказал, что на мой взгляд, подчеркиваю, у вот этого нынешнего образования будущее очень проблематичное. Я не говорю про режим, еще раз хочу отметить, киевский режим должен быть низложен, потому что в противном случае конфликт этот продолжится долгие годы. Режим, который основан на идеологии неонацизма, а бандеровщина – это и есть неонацистская идеология, он не имеет права существовать. Какими бы одежды он ни рядился и какими бы словами это не сопровождалось. Ну, значит, что будет дальше, поживем, увидим. Если это государство сохранится, как государство, как минимум мы заинтересованы и будем настаивать на том, чтобы оттуда не исходила угроза для нашей страны. Я говорил об этом. Это НАТО, участие в других недружественных блоках против России. Поэтому необходима и демилитаризация, и денацификация этого государства. Throughout their extraordinary season, the amazing group of warriors, and that's what they are, they're really modern-day warriors, inspired the world with incredible spirit, athletic dominance, and exceptional teamwork, and you made the Eagles fans everywhere really very proud. Whether you're an Eagle fan or not, they were proud to watch a team of such great power and dominance, and you really have a whole life to lead, and you can say you've done it. You've done something that very few people are able to do. We've seen a lot of great teams, Lane and Coach. We've seen a lot of great teams, but they don't ever get to where you've already gotten. And you're a young guy to be coach. Oh, I'd like to be his manager right now. I'd like to pick up my little 10% for doing nothing. So I want to congratulate once again, and let me just say, fly, Eagles, fly, right? And with that, I want to bring up one of the great offensive linemen, really of all time. When you're a six-time All-Pro, that's really something. And Lane Johnson, come up and say a few words. Congratulations, you're really something special. Thank you. Move this up a little bit. Thank you, Mr. President, for allowing us to be here, sending us the invitation. What an incredible year it was for us, really having the chance to play the team that we lost to couple years before and come through, but I want to thank Mr. Lurie just for creating a championship organization and culture. Howie Roseman putting the time in, everybody on the coaching staff. Just what a wonderful season it was, and we're not done. We're ready for another round. So thank y'all, and go Birds. Yeah, thank you, Mr. President, for having us here. We also appreciate the endorsement for the tush push. We really appreciate that. And go Birds. Jeffrey, maybe you could say a few words. You've done an amazing job in putting this team together. Come on up. Thanks. Thanks, Mr. President. You know, it's truly an honor to be here. I remember as a little boy the championship teams that came to the White House, and I'd never dreamed we'd be able to
have a team and be as good as this. And this was a dominant team with incredible culture, everything we all believe in as the best human values: selflessness, humility, teamwork, talent, discipline, everything that we all strive for, this team incorporated. So thank you for the hospitality today, and go Birds. Thank you. Wow. Whoa. That's pretty good. That's pretty good. Thank you, Coach. Next one. Anything else there? He's going to help. Eh bien écoutez, au risque de vous surprendre, c'est une question difficile. Après avoir observé les 100 jours de Donald Trump à la Maison-Blanche, on a à la fois une sensation, et je suis sûr que vous la partagez, de saturation d'action politique incarnée par des décrets présidentiels en cascade par exemple, une saturation de l'espace médiatique aussi, puisqu'il ne se passe pas une heure sans que le nom de Donald Trump soit prononcé par l'ensemble des médias nationaux et internationaux d'ailleurs, et donc une sensation d'hyperactivité qui d'ailleurs, on va en parler, neutralise l'opposition au passage, mais quand il s'agit de faire un bilan de ces 3 mois et quelques jours, on peut bien identifier quelques chantiers en cours, mais concrètement et contrairement surtout à ce qu'affirmait encore Donald Trump en meeting dans le Michigan, et on vient de l'entendre, c'était il y a quelques heures, pas grand-chose de concret. Prenons le sujet de l'immigration, par exemple, son sujet favori. L'administration s'est bien livrée à quelques expulsions spectaculaires, on ne les a pas ratées, mais sa promesse de renvoyer les illégaux en masse, comme il dit, est en décalage total avec la réalité. Selon son administration, les travailleurs clandestins sont au nombre de 10 millions aux États-Unis. Or, le rythme des expulsions se situe aujourd'hui à une moyenne avoisinant les 100 par semaine, comptez globalement 400 par mois, contre les 1000 promis durant la campagne. Sur le plan économique, Donald Trump a eu beau traiter le patron de la Fed de tous les noms, on l'a entendu, jusqu'à promettre de le limoger même, les taux d'intérêt que Trump promettait de faire baisser en sont exactement au même point. Et bien sûr, dans le dossier des taxes douanières, on n'a pas pu rater, on ne compte plus les annonces chocs évidemment, les promesses de recettes miraculeuses et puis les rétractations surtout. Voilà déjà 3 sujets sur lesquels Donald Trump a fait beaucoup de moulinets sans vraiment avancer, et puis bien sûr il y a quand même les grands sujets de politique étrangère, et on sait depuis ce mercredi que la guerre en Ukraine qui devait être réglée en 24 heures ne l'aura pas été en 100 jours. Et donc pourquoi, après tout, le serait-elle en un an? Idem pour Gaza, qui n'est même plus concrètement un sujet tellement la presse américaine et l'opposition d'ailleurs, mais on va en parler, sont préoccupés par autre chose tout simplement. Mathieu, vous aviez évoqué l'économie. Donald Trump, il était attendu au tournant par ses électeurs sur des questions économiques, sur cette inflation galopante aux États-Unis. Elle se poursuit. Pendant ce temps-là, eh bien, les fonds de pension sont en train de se casser la figure et des Américains perdent de l'argent. Ça se ressent sur sa popularité aujourd'hui ? Oui, effectivement, et même si les instituts de sondage semblent eux aussi un peu déboussolés, puisque la popularité de Donald Trump, selon les enquêtes, se situe entre 32, 36, 42, 45. Si on fait un point moyen de tout ça, Donald Trump bat effectivement un record, celui de l'impopularité au cours des 80 dernières années, ce qui est quand même pas mal. Mais mis en perspective avec le nombre d'actions engagées, je n'ose pas dire menées, mais bien engagées, finalement, on pourrait s'attendre à un score bien pire. Il y a encore une semaine, certains instituts le situaient encore à 45, 47, ce qui n'est pas du tout déshonorant. Mais ce qui est intéressant à souligner, c'est que la cote du président est aussi fluctuante que les marchés. Vous évoquiez à l'instant les fonds de pension. Et ce qui caractérise le parcours politique de Donald Trump, c'est quand même sa capacité à reconquérir l'adhésion d'un électorat qu'il a quand même largement chahuté ces presque 10 dernières années. Et donc, en dehors de l'opposition démocrate ici, bien peu d'observateurs de la vie politique américaine ne tirent de conclusions hâtives
arrive sur ces chiffres qui, encore une fois, ne résisteront probablement pas au prochain cadeau fiscal dont Donald Trump a le secret. Mathieu, dans ce contexte, on pourrait croire que le camp démocrate a un boulevard devant lui. Pourtant, on a l'impression d'une certaine apathie dans l'opposition. Oui, ça c'est une donnée assez stable en revanche. On a attendu des semaines et puis des mois que les grandes figures du Parti démocrate américain, à commencer par l'ancien président Joe Biden, puis la candidate déçue Kamala Harris, puis Barack Obama, on a attendu des réactions et plus largement une mobilisation de la moitié démocrate de ce pays quand même. Quand Donald Trump a appelé à l'annexion du Canada, par exemple du Groenland ou du Canada, ou quand Donald Trump a annoncé qu'il taxerait la Chine à hauteur de 145%, ce qui devait se traduire évidemment par une explosion des prix des produits de consommation courante pour les Américains. On a attendu les démocrates quand l'administration Trump a procédé à des expulsions illégales, à la confiscation des aides sociales, jusqu'à déclarer des citoyens décédés pour être sûr qu'ils ne toucheraient pas $1. Que dire des licenciements massifs et de cette litanie que vous connaissez bien? En réalité, oui, on constate une apathie incontestable de l'opposition démocrate. Mathieu. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous l'aimez bien mon mais d'abord, hein? Oui, j'aime bien. Mais oui, vous avez la préséance. Vous nous parlez ce matin, Vincent, de la victoire du Parti libéral au Canada, qui n'a pas obtenu la majorité absolue, mais enfonce tout de même le Parti conservateur qui a été plombé par Donald Trump. Oui, comme c'est ingrat d'être d'une droite sans complexe, debout sur les freins quant à l'immigration, parlant cru et fort, quand on habite à côté de chez Donald Trump. Ce voisinage est fatal. Le Canadien Pierre Poilievre vient d'en faire l'expérience. Le Parti conservateur qu'il dirige avait 20 points d'avance dans les sondages l'an dernier. Les sondages lui prédisaient un triomphe, 47% contre 21% en janvier dernier, seulement il y a 3 mois. Les libéraux qui gouvernent le Canada depuis 10 ans se préparaient à faire une cure d'opposition, à rejoindre Justin Trudeau qui a accroché ses patins, c'est comme ça qu'on dit en québécois, jeter l'éponge. Trudeau, lâché par ses ministres, lessivé par les scandales et ses maladresses à répétition. Et puis, Donald Trump est arrivé. Le repoussoir idéal, l'Américain qu'on aime détester. Hier, les rédactions du monde entier ont célébré les 100 jours de Trump. Les médias adorent les chiffres ronds. D'habitude, c'est l'occasion d'un bilan, l'état de grâce se dissipe, on juge l'art de gouverner à ses premiers résultats. Mais dans le cas de Donald Trump, il n'y a jamais eu d'état de grâce. La presse le vomit autant qu'elle en est insatiable. Le Donald continue de sidérer l'univers, créant chaque jour l'événement, et ça a commencé il y a 100 jours, donc avec les 175 mesures qu'il a signées, et ça a continué cette nuit avec son discours gonflé aux amphétamines sur les 100 jours les plus réussis de l'histoire, et ça va durer encore 1300 jours pied au plancher, avec l'Amérique d'abord comme seule ligne directrice, c'est-à-dire le chacun pour soi sur un mode tonitruant. Et tant pis pour les voisins qui sont marchés sur les pieds. Les tarifs douaniers à 25% ont fait grincer les dents des Canadiens. Répéter qu'ils pourraient échapper à la guerre commerciale en devenant le 51e État de l'Union les a carrément ulcérés. Ils se sentent menacés, méprisés, et Donald Trump a donné le baiser de la mort aux conservateurs. Pierre Poilievre a eu beau prendre ses distances, il a suffi qu'on le désigne comme un mini-Trump, il était torpillé. Alors, il existe quand même une droite canadienne qui adore Donald Trump. Le Parti conservateur n'est pas vraiment en cause. Il a obtenu hier son meilleur score depuis à peu près 40 ans. Mais en face, les socialistes, les écologistes, les nationalistes du Bloc québécois, tous se sont mobilisés. Ils ont voté pour McCartney, qui gouverne depuis le mois dernier. Ils ont voté contre Trump. Il a réussi à les convaincre qu'il serait le meilleur ennemi de Donald Trump. Il a dirigé la Banque d'Angleterre, la Banque du Canada. Pendant la crise de 2008, en plus, son CV rassure. Quoi de mieux qu'un banquier pour tenir... je vais y arriver. Quoi de mieux qu'un banquier pour tenir tête à un promoteur immobilier? McCartney prétend que lui seul saura gérer Donald Trump. Évidemment, il se vante. On n'est même pas sûr qu'il ait le cran de l'affronter. La campagne a montré qu'il avait autant de charisme qu'une sorte de caribou, un ego encombrant. Il a repris en plus le programme de Trudeau sans en avoir le charme. Vraiment, il est glaçant. Il lui manque 3 voix pour avoir la majorité à la Chambre. On ne sait pas trop où il va les trouver. Une nouvelle élection anticipée est possible.
Morale de l'histoire, on y arrive enfin. Et tant que ce papier se termine, Donald Trump est bien l'ingénieur du chaos. Il fait battre la droite qui lui ressemble et il rassemble les opposants qui veulent s'en protéger. C'est le défi qu'il pose à tous ceux qui l'admirent plus ou moins en secret. Réaction à l'élection, canadienne, là, qui continue d'arriver un peu partout dans le monde. Tu m'as posé la question hier en France parce que la veille, j'ai constaté, et sinon même depuis quelques jours avant l'élection, il y avait un réel intérêt, rarissime, pour la raison simple, et je le répète, que les Canadiens étaient peut-être les premiers, sinon certainement les premiers à se prononcer depuis l'élection de Trump dans une élection. On était curieux de voir ce que ça engendrerait. Est-ce que le populisme sera à nouveau récompensé? Donc, beaucoup de satisfaction de la part des Européens à voir que c'est pas inévitable que cette déferlante populiste, c'est pas un jugement que je pose, je le constate. Et je te disais hier, peu de réactions, c'était timide. Alors, on a attendu probablement que l'information soit plus claire. Et franchement, et c'est beaucoup les journaux financiers qui font la part belle à Mark Carney, probablement parce que c'est l'ancien banquier central qu'on récompense. Mais dans les Échos, qui est pour ceux qui nous regardent via la télé, dans les Échos, page entière consacrée à Mark Carney. En fait, 2 pages entières. Le Financial Times. L'homme qui doit. Non, mais j'ai vu le titre. L'homme qui doit sauver le Canada des griffes de Trump. Exactement. Et en une du Times, même chose, Financial Times, avec, du point de vue des Européens, une préoccupation, et elle est sérieuse, c'est relevé dans les Échos, parce qu'il y a 2 pages, c'est les enjeux de défense que va nécessairement devoir à solutionner Mark Carney du point de vue des Européens qui investissent beaucoup en ce moment, comme jamais ils l'ont fait. La proportion investie par le Canada n'est pas satisfaisante à 1,37, 1,40 de notre PIB. Carney, comme son prédécesseur Trudeau avait dit, on va se rendre à 2%, mais de façon très, très, très graduelle. Or, les Européens aimeraient que les Canadiens se joignent à la danse, mais beaucoup plus rapidement. Et pourquoi pas achète des systèmes d'armement européens, puisqu'on s'est mis en frais ici d'augmenter la cadence et la production. Alors, finalement, ça ne laisse pas indifférent au lendemain, surlendemain de la victoire de Carney. Les ministres chinois et russes des Affaires étrangères se sont engagés à maintenir des interactions étroites et à approfondir la coopération en marge de la réunion des BRICS. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a salué la confiance et le soutien mutuel entre la Chine et la Russie. Il a appelé les 2 parties à transformer continuellement le consensus atteint par les chefs d'État dans la coopération dans divers domaines. Il a également insisté sur la coordination dans le cadre des BRICS afin de renforcer l'influence du bloc. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a présenté les derniers développements de la crise ukrainienne et a affirmé la volonté de la Russie de mener des pourparlers de paix avec Kiev. Wang Yi a réitéré la position de la Chine en faveur de la promotion de pourparlers de paix. Les 2 ministres des Affaires étrangères ont par ailleurs échangé leurs points de vue sur la communication dans d'autres cadres multilatéraux et sur des questions internationales essentielles. Le Pakistan dispose de renseignements crédibles selon lesquels l'Inde a l'intention de mener une action militaire contre le Pakistan dans les 24 à 36 heures à venir. La déclaration du ministre de l'Information et de la Radiodiffusion intervient à la suite de l'affirmation de l'Inde, selon laquelle des éléments pakistanais sont impliqués dans l'attentat qui a tué 26 personnes au Cachemire sous contrôle indien la semaine dernière. Islamabad a démenti tout rôle et demandé une enquête neutre. Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est engagé à poursuivre et à punir les auteurs de l'attentat. Depuis l'incident, les 2 pays ont pris une série de mesures l'un contre l'autre, parmi lesquels des échanges de tirs entre militaires. Je me trouve dans la région frontalière, le long de la ligne de contrôle entre le Pakistan et l'Inde, plus précisément à Shakoti, dernier village avant la frontière. Il s'agit de la route Muzaffarabad-Srinagar, là même où le poste de contrôle avancé de l'armée se trouve à environ 5 km. Cette zone est fortement réglementée et l'accès des médias y est strictement interdit. En dépit des tensions accrues, l'activité le long de la route semble en grande partie normale. Les magasins sont ouverts ainsi que les marchés. Cependant, les habitants nous disent qu'en raison des récents bombardements non provoqués des forces indiennes de l'autre côté de la ligne de contrôle, de nombreux civils ont été déplacés vers des zones plus sûres. Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif, a confirmé que l'armée avait renforcé ses positions en prévision de ce qu'il a qualifié de menaces imminentes.
Il a souligné que des décisions stratégiques avaient déjà été prises en réponse à l'évolution de la situation. M. Asif a également souligné que le Pakistan restait en état d'alerte, tout en précisant que l'arsenal nucléaire du pays ne serait envisagé qu'en cas de, je cite, menace directe vitale pour le Pakistan. C'est une région du monde à haute tension qu'on a souvent tendance à oublier. Évidemment, c'est loin de chez nous. Il n'y a pas de guerre comme telle, mais ça prend juste une étincelle et ça redevient tendu entre l'Inde et le Pakistan. Oui, la goutte qui pourrait faire déborder le vase, et tu comprendras dans quelques instants, parce qu'il y a une guerre de l'eau que se livrent les deux pays avec des conséquences qui sont gravissimes, particulièrement pour le Pakistan, qui dépend de l'Indus, fleuve qui part du côté indien de la frontière. Incident dont on a peu parlé la semaine dernière. Alors, une attaque au Cachemire, c'est un territoire contesté entre l'Inde, le Pakistan et même la Chine. On peut imaginer donc la poudrière géostratégique que ça représente. Mais pour l'essentiel, c'est un conflit larvé entre l'Inde et le Pakistan au moment où les deux pays sont formés, parce qu'ils formaient un seul pays à l'époque de l'Empire britannique en 1947, le Maharaja au Cachemire, qui était hindou, mais avec une population largement musulmane, choisit de se rallier à l'Inde pour son parapluie de sécurité, mais comme le voisin pakistanais, musulman, avait des ambitions, il y a des frictions. Et la semaine dernière, un attentat terroriste en territoire indien, au Cachemire contrôlé par les Indiens, 26 personnes qui sont exécutées. Et l'Inde considère que c'est commandité par des Pakistanais. L'Inde, qui roule les mécaniques depuis une semaine, dit le Pakistan est derrière ça, même si l'attentat n'a pas été revendiqué. Si j'en parle, c'est parce que c'est peut-être le conflit au plus grand potentiel de débordement pour la paix mondiale. Je ne dis pas du tout que c'est ce qui va arriver, mais on s'intéresse à l'Ukraine, on s'intéresse à ce qui se passe à Gaza. Parce que c'est deux puissances militaires, là. Hein? Mais surtout nucléaires. Ouais. Deux puissances nucléaires. Et moi, j'ai le souvenir d'un ambassadeur canadien que je ne nommerai pas, mais qui me disait, quand on se préoccupait, par exemple, de la nucléarisation de l'Iran, il disait, oui, vrai, mais si tu me donnes le choix entre l'arme atomique entre les mains des Iraniens ou des Pakistanais, je préfère encore que ce soit les Iraniens et je la retirais au Pakistan. Alors, à ce jour, alors que le Pakistan l'a déjà à ce jour-là, c'est ça. Exact. Mais tout ce que ça voulait dire, en creux, c'est on est dans un cas de régime militaire, souvent au Pakistan, assez instable, et ils ont l'arme atomique. Et les Pakistanais ont annoncé que, selon eux, l'Inde allait riposter militairement dans les 48 prochaines heures. C'était ce matin. Est-ce que ça pourrait déraper? C'est une vraie préoccupation. Et l'Inde qui pourrait fermer le robinet de l'eau, comme je le disais. L'irrigation, pour beaucoup, dépend au Pakistan d'un fleuve, l'Indus, qui part du territoire indien. Et les Indiens disent, on va fermer le robinet. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais tu peux non seulement assécher un pays, l'affamer et le mettre à genoux. Et ça, si ça devait arriver, ça ne sera pas demain matin, tu peux être certain que c'est le prétexte d'une vraie guerre. On n'est pas là, mais soyons vigilants parce que dans l'angle mort, il y a ce conflit dont on parle peu, mais qui est peut-être le plus redoutable d'entre tous en ce moment. À New York, lors du Conseil de sécurité consacré à la situation des territoires palestiniens et à la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza, Antonio Guterres a appelé les dirigeants mondiaux à faire preuve de courage politique pour sauver la solution à deux États. Le secrétaire général de l'ONU avertit que cette perspective s'éloigne inexorablement. The two-state solution is near a point of no return. The international community has a responsibility to prevent perpetual occupation and violence. Depuis des décennies, la reconnaissance d'un État palestinien est présentée par l'ONU comme la seule issue politique viable au conflit israélo-palestinien. Mais face à la volonté d'Israël d'annexer de larges zones de la bande de Gaza, Antonio Guterres met en garde contre toute modification territoriale de l'enclave. The Council has rejected any attempt at demographic or territorial change in the Gaza Strip, including any actions that reduce its territory. Gaza is and must remain an integral part of a future Palestinian state. L'ambassadeur de la Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a rappelé la situation humanitaire catastrophique. En effet, cette dernière est bloquée par Israël. Depuis que l'État hébreu a rompu le cessez-le-feu et repris ses bombardements dans la bande de Gaza il y a plus d'un mois. An immediate ceasefire must be resumed
and all its objectives must be achieved. President Trump, in his latest conversation with the Israeli Prime Minister, stressed what he called, in his own words, the need to be good to Gaza, given how people there are suffering. D'après l'ambassadeur palestinien, les États-Unis font pression pour assurer l'entrée de nourriture et de médicaments afin de soulager les Gazaouis qui sont privés de produits de première nécessité depuis des semaines. Il a également exprimé l'espoir d'un cessez-le-feu. On a atteint le niveau où on peut dire de part et d'autre du conflit, aussi bien les Gazaouis que les Israéliens, cette guerre est politique. C'est pas moi qui le dis, c'est littéralement l'objet de cette pétition qui a été balancée par 1000 réservistes et vétérans de l'armée de l'air israélienne, plus des agents de renseignement dans la tronche de Netanyahou, lequel Netanyahou les a traités d'anarchistes, un cran au-dessus de hippies donc, c'est-à-dire qu'il y avait hippies, maintenant c'est anarchistes. Alors je vous redonne les faits. Depuis mars 2025, des réservistes israéliens, notamment des pilotes et des agents de renseignement opérant au plus haut niveau expriment leur opposition à la gestion par Netanyahou de la guerre à Gaza et à sa politique intérieure. Ils dénoncent la poursuite du conflit pour des raisons politiques, ça c'est fait, au détriment de la libération des otages. Ça fait très longtemps que les familles des otages accusent Bibi de prolonger le plaisir pour des fins politiques, à savoir bien sûr jarter Gaza. Pétition donc des réservistes, cette fois ça a grimpé le 10 avril 2025. On a 1 millier de réservistes et de vétérans de l'armée de l'air qui ont signé une pétition publique demandant la fin de la guerre à Gaza. Et bien sûr la libération des otages, en disant que les objectifs militaires contre le Hamas n'étaient pas réalistes. Ça fait plein de fois que Tsahal dit ça, et même rentre en conflit avec Netanyahou là-dessus en disant le Hamas est une idée, ça sert à rien de l'affronter militairement. Cette action est qualifiée de séisme politique par la presse israélienne. Là je vous sors que des sources israéliennes, typiquement le Jérusalem Post, qui n'est pas, c'est pas Haaretz, le Jérusalem Post, c'est pas l'extrême gauche. Haaretz, ils sont gauche, extrême gauche. Le Jérusalem Post, non, c'est plutôt centre droit. Accentuant la crise au sein de la coalition de Netanyahou. Donc, il a renvoyé les réservistes. En réponse, l'armée israélienne, sous les ordres de Netanyahou, a décidé de renvoyer les réservistes ayant signé la pétition. Une décision soutenue par Netanyahou, bien entendu, soutenue en réalité commanditée, qui qualifie donc les signataires de marginaux, extrémistes et anarchistes. Voilà, c'est tiercé dans l'ordre. Cette mesure provoque une indignation accrue et renforce les manifestations. Du coup, manifestations massives depuis fin mars et jusqu'à début avril 2025. Des manifestations rassemblant des dizaines de milliers de personnes à Tel Aviv et Jérusalem. Le 24 mars, environ 200 000 Israéliens protestaient. On avait couvert ça, vous vous en rappelez, avec Meron Rapoport. Les plus grandes manifestations depuis le 7 octobre 2023, dénonçant également les tentatives de Netanyahou de contrôler le système judiciaire et de limoger des responsables clés comme le chef du Shin Bet. Donc voilà, les réservistes sont soutenus par une large partie de la population et reprochent à Netanyahou de prolonger la guerre pour maintenir sa coalition. Des avions citernes russes ont largué plus de 100 tonnes d'eau sur le plus grand port à conteneurs d'Iran mardi, 3 jours après la gigantesque explosion qui a tué plus de 70 personnes samedi. Si l'incendie a été globalement maîtrisé, le porte-parole des services de secours précise qu'il faudra encore 15 à 20 jours pour venir complètement à bout des flammes. Parmi les victimes de l'explosion de samedi figurent des chauffeurs de camions, des travailleurs portuaires ainsi qu'un couple de jeunes mariés. 1 millier d'autres personnes ont également été blessées. D'après les premiers rapports, l'explosion se serait produite à la livraison dans le port d'un composant chimique nécessaire à la fabrication de combustible pour les missiles balistiques. Les autorités iraniennes ont démenti cette version des faits et déclaré que l'explosion avait été provoquée par un acte de négligence. Les quelques 650 000 habitants de la ville ont été appelés à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre, des fumées toxiques étant toujours susceptibles de s'échapper du lieu de l'explosion. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin des mystères de l'Iran. Alors il y en a deux. Le premier, c'est l'obscure clarté de l'immense incendie dont le panache de fumée s'élève au-dessus du port de Shahid Rajai. On est à 1 millier de kilomètres au sud de Téhéran, au fond du détroit d'Ormuz, à Bandar Abbas. Une explosion entendue au Koweït comme en Irak, qui a dévasté samedi l'un des secteurs du port à containers. Le souffle a fait 65 morts et 1200 blessés, sans compter les disparus, transformés en chaleur et lumière. Qu'est-ce qui a sauté et qu'est-ce qui brûle depuis 3 jours? Mystère, ça spécule beaucoup sur Internet, ça rappelle la déflagration au port de Beyrouth, quand des milliers de tonnes de nitrate d'ammonium ont dévasté la capitale. Il y a une certitude,
La République islamique prétend qu'il s'agit de containers remplis de goudron et de paraffine. Ça explique le feu de joie, mais pas l'explosion. Le guide suprême a ordonné une enquête. On sait d'avance qu'il n'en sortira rien. Le procureur général menace du pire les internautes. Ça montre au moins la nervosité des autorités. Le New York Times croit savoir que l'explosif serait du perchlorate de sodium, un des composants des carburants solides pour missiles fournis par la Chine. L'armée iranienne répond qu'elle ne stockait aucun matériel militaire. On est en Iran, qui est en guerre, qui est dans la révolution comme depuis 45 ans. Il ne peut pas y avoir d'accident industriel sans que les Iraniens soupçonnent aussitôt les manigances de l'entité sioniste. Le Hezbollah disait déjà cela au moment de l'explosion du port de Beyrouth. À tout prendre, d'ailleurs, c'est moins humiliant que la simple négligence. Oui, alors Israël, en effet, aurait intérêt à priver les Iraniens de leur combustible pour missiles. Alors, par 2 fois l'an dernier, les Iraniens ont tiré des missiles sur Israël, 400 en octobre, notamment des missiles balistiques, et quelques-uns ont percé le bouclier israélien. En retour, les Israéliens ont pulvérisé la défense antiaérienne, laissant l'Iran vulnérable, de quoi redoubler la tentation israélienne de régler une fois pour toutes le problème existentiel que représente le programme nucléaire iranien. À écouter Benjamin Netanyahou, le moment est propice, le régime a perdu ses supplétifs du Hamas, du Hezbollah, les Syriens, ils chancellent, les gardiens de la révolution sont divisés, l'ayatollah Khamenei incapable même de trouver un dauphin, et l'économie est à la dérive. Le Premier ministre a en tout cas convaincu Donald Trump sur un point, il y a urgence, l'Iran approche du seuil nucléaire et enrichit assez d'uranium pour fabriquer rapidement quelques bombes. Alors pour empêcher cela, Donald Trump mise encore sur des négociations. Alors c'est la deuxième énigme qui est encore plus opaque. Donald Trump court après le grand marchandage qui mettra fin à près d'un demi-siècle d'affrontements, qui priverait aussi la Chine du pétrole iranien qu'elle achète à prix cassé, et on imagine la photo avec le guide suprême, comme à Singapour avec Kim, le chef suprême de la Corée. Ce serait bienvenu un peu de suprême après 100 jours d'une diplomatie qui n'a réussi de percer ni à Gaza, ni en Ukraine. Pour cela, est-il prêt, Donald Trump, à faire des concessions majeures au Mollah, lui qui avait commencé son premier mandat en dénonçant l'accord nucléaire péniblement négocié par les Européens? Eh bien, un troisième round de pourparlers se tient en ce moment même à Oman, des discussions indirectes. Elles auraient bien avancé, mais elles n'ont abouti à rien. On dirait comme d'habitude que les Iraniens cherchent à gagner du temps. Donald Trump a prévenu, c'est la dernière chance avant de laisser décoller les bombardiers israéliens et ravager les entrepôts de tout le Châtel arabe. Au moins 14 personnes ont été tuées dans des affrontements entre forces de sécurité syriennes et combattants druzes à Jaramana, près de Damas, rapporte ce mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé au Royaume-Uni. Selon l'ONG, les forces de sécurité ont lancé l'assaut après la publication sur les réseaux sociaux d'un message vocal jugé blasphématoire à l'égard de l'islam. Un message attribué à un membre de la communauté druze, une minorité ésotérique issue de l'islam. Ce mardi soir, représentants du gouvernement syrien et des druzes du quartier ont conclu un accord visant à mettre fin aux heurts et traduire en justice les personnes impliquées dans ces accrochages. Ces combats interviennent sur fond de tensions confessionnelles, un mois après des massacres ayant visé la minorité alawite dans le pays dirigé depuis décembre par une coalition islamiste. You just share on your social media about the great news for Africa. Can you tell more for the African people? Everybody's so excited. We do. We have a great news, I believe, coming up with Rwanda and the Congo. And I think you're going to be seeing peace in Rwanda and the Congo and a few other nations right around. And that would be a terrific thing. So we hope that's going to happen. And also your administration will invest over $6 billion to the Angolan Lubero corridor that will basically transport minerals, critical minerals from Congo, Angola, and many other countries. We're looking to do some nice things and keep it peaceful. We're going to keep it peaceful. Thank you, darling. Thank you.
C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la coordination des associations de presse sénégalaises dénonce une entrave à la liberté d'expression. Plusieurs médias ont été contraints de cesser d'émettre ou de paraître par un arrêté du ministère de la Communication. Nous serons à Dakar dans ce journal. Et puis ce soir, nous recevons Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des médias de la République démocratique du Congo. Nous parlerons des différents processus de paix engagés par différents pays. Quel aboutissement, quelle contrepartie, quel plan de paix prévu pour le 2 mai prochain? Interview à suivre. Au Sénégal, plusieurs médias ont été contraints de cesser d'émettre ou de paraître par un arrêté du ministère de la Communication. Cela s'inscrit dans un processus de régularisation des médias par les autorités. La coordination des associations de presse sénégalaises dénonce une entrave à la liberté d'expression. La correspondance à Dakar d'Eliman Dao. On ne sait pas pour l'instant le nombre de médias au total concernés par cet arrêté du ministère de la Communication enjoignant les médias non conformes aux dispositions du Code de la presse à cesser de diffuser. La coordination des associations de presse sénégalaises les estime à plus de 300 en se basant sur des chiffres publiés au mois de février dernier par le ministère de la Communication. Une source au ministère de la Communication précise que pour l'instant quelques journaux PDF et chaînes YouTube sont concernés et que le processus est en cours. La coordination des associations de presse sénégalaises, de son côté, dénonce la convocation d'une vingtaine de responsables des médias à la direction de la surveillance du territoire, mais aussi accuse les autorités d'imposer, je cite, une autocensure et une panique dans les rédactions. La presse sénégalaise aujourd'hui ressemble à un George Floyd, étouffé par les institutions censées la protéger. L'État, censé garantir sa liberté et sa sécurité, la matraque, l'empêche de respirer et l'étouffe lentement par des mesures injustifiées. Le ministère de la Communication promet de donner plus de détails et d'explications dans les prochains jours sur ce processus de régularisation des médias. La coordination des associations de presse sénégalaises, de son côté, prévoit plusieurs actions au courant de ce mois de mai. Des actions comme la saisine de la justice pour attaquer l'arrêté du ministère de la Communication ou encore un sit-in devant les locaux du ministère. La mission militaire des pays d'Afrique australe, la SADC, dans l'est de la République démocratique du Congo, a commencé mardi son évacuation de Goma. Ces soldats y étaient bloqués depuis l'offensive éclair du groupe armé M23 en janvier dernier. Son retrait avait été acté lors d'un sommet mi-mars après la mort de 17 militaires alors que le M23 s'était emparé de Goma et de Bukavu. Tout d'abord, je parlais de ces processus de paix. Il y a Doha, il y a au Qatar, il y a Washington, il y a le nouvel envoyé spécial de l'Union africaine pour la République démocratique du Congo, le président Faure Gnassingbé, le président togolais. On est un peu perdu dans tous ces processus. Comment ça fonctionne? Est-ce que Doha et Washington sont liés? Quel est le rôle de Faure Gnassingbé? Mais j'ai envie de dire que tout est lié et tout converge vers un seul objectif qui est le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il vous souviendra qu'au 15 décembre 2024, nous étions à Luanda et le président rwandais n'est pas arrivé pour apposer la signature à l'acte qui devait mettre fin à un long processus de discussion. Et depuis, vous avez vu les événements de Goma. On ne saurait peut-être pas y revenir dans le détail, mais vous avez vu l'ampleur de la violence qui s'en est suivie. Et donc, aujourd'hui, au regard justement de la sensibilité du sujet, de la nature du pays qui est touché, parce que je dois rappeler ici que bien au-delà des questions de la guerre que nous avons dans l'Est, la République démocratique du Congo, c'est le pays qui est au premier plan aujourd'hui pour tous les problèmes qui concernent notamment la protection du climat, pour tout ce qui concerne transition énergétique, parce que parallèlement à cela, nous restons les premiers producteurs mondiaux du cobalt. Ça, c'est une autre parenthèse dont on ne parle pas beaucoup. Et donc, il était important que tous les efforts qui sont consentis au niveau de la région, notamment autour du président angolais, puissent donner du résultat. Mais le mot du chômage, parce que ça c'est la super mauvaise nouvelle du jour, en hausse, 8,7% de plus de chômeurs sont inscrits à France Travail en catégorie A.
C'est pas compliqué, j'ai vérifié les chiffres, c'est la plus forte augmentation hors Covid justement de l'histoire contemporaine de la France. Alors il y a une petite raison, c'est que il y a un petit changement statistique. Maintenant effectivement les personnes qui sont au RSA doivent se déclarer effectivement au chômage, qui n'était pas forcément le cas avant. Mais même si on enlève cet artifice comptable, ça a quand même augmenté le nombre de chômeurs au premier trimestre 2025 de 5,4%. Là aussi c'est une augmentation historique. Donc il se dégrade de nouveau. Donc malheureusement le taux de chômage va continuer d'augmenter. On pourrait même atteindre, tenez-vous bien, 9% de taux de chômage de catégorie A. Attention, ça c'est la catégorie A. Mais si vous prenez tous les chômeurs, chiffre d'aujourd'hui, vous savez combien il y a de chômeurs en France? Toutes catégories confondues? 6,5 millions. Bon, c'est ça. On a été des vassaux, et on l'est encore, malgré la relation entre Trump et Macron, on est encore des vassaux des États-Unis qui continuent de nous espionner, qui continuent à nous damer le pion sur différents marchés, du nucléaire en Pologne, de l'armement en Australie, de l'armement même en Europe. On a une industrie de l'armement et on laisse les Américains vendre aux Européens. Les Danois, c'est quand même assez incroyable que Trump dit qu'il veut Groenland au Danemark, et le Danemark, au lieu d'essayer de résister, propose d'acheter des F-35 aux Danois. C'est la relation du maître et de l'esclave, et donc il faut sortir de ça parce qu'on est forcément perdant. On va tout perdre dans cette relation. Aucun peuple ne peut survivre à ça. Avec vous, François Langlais, le ministre de l'Aménagement du Territoire, François Rebsamen, envisage donc de mettre en place une contribution modeste pour compenser la taxe d'habitation. Ce sont ses mots. Rien n'est encore arbitré ni décidé, a dit hier la porte-parole du gouvernement. Est-ce que ça vous rassure, François? Pas du tout. En fait, je suis doublement inquiet. D'abord parce que quand un ballon d'essai est envoyé par un homme politique expérimenté, comme François Rebsamen, c'est pas une gaffe. L'idée, selon notre ministre de la décentralisation, ça serait de rétablir un lien fiscal entre les administrés et leur maire, lien qui a disparu pour tous les non-propriétaires, les locataires en clair, qui n'acquittent plus aucun impôt local depuis la disparition de la taxe d'habitation, et qui profitent quand même des services de la commune. Ce sont la voirie, les bibliothèques municipales, et ils ne payent pas un fifrelin. Bon, quand on regarde le détail des mots, François Rebsamen parle de contribution modeste. Oui, j'ai lu comme vous modeste, mais vous savez, un impôt modeste, c'est comme un impôt provisoire, c'est à peu près aussi vraisemblable qu'un boucher végétarien. L'image a le mérite d'être claire. C'est modeste au début, et puis ça augmente. La CSG, souvenez-vous, enfin vous étiez trop jeune, mais elle était 1,3%, 2 ans plus tard, 2,4%, c'est aujourd'hui près de 10%. Les Échos d'hier soir annonçaient un montant de plusieurs dizaines d'euros par an, jusqu'à 100 euros en année 1, bien sûr, qui ne préjuge pas de l'évolution. Bon, François, vous avez commencé en disant que vous étiez doublement inquiet. Quelle est votre deuxième inquiétude? C'est que François Rebsamen tente avec cette affaire de résoudre mal un vrai problème. Cette suppression de la taxe d'habitation, d'un certain côté, elle était géniale au plan politique, parce que c'est probablement la mesure qui a fait élire Emmanuel Macron en 2017. Quasiment tous les foyers la payaient, savaient ce que c'était, comprenaient le bénéfice qu'on avait à la supprimer. Mais mesure prise par Macron qui n'a été ni réfléchie, ni financée, du bricolage de fin de repas griffonné sur la nappe en papier. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça a été en apparence compensé pour les villes par un jeu de bonneteau que la charité m'interdit de vous décrire, mais qui a quand même laissé un trou d'une bonne quinzaine de milliards dans les finances publiques. Et en plus, comme la compensation est loin d'être intégrale, selon les élus, les villes se sont vengées sur les propriétaires. Les seuls qui restent à être assujettis par un impôt local, leur taxe foncière a progressé de 25% entre 2017 et 2023. Résultat, une bonne partie des contribuables locaux sont exonérés de tout impôt, alors que l'autre, les propriétaires, sont quand même rançonnés. C'est d'ailleurs l'un des éléments qui explique la crise du logement en France, parce que ça réduit quand même l'incitation à acheter un logement, notamment pour le mettre en location. Bon, si je vous résume, vous craignez que l'idée de cette taxe ne ressurgisse? Écoutez, c'est tout à fait possible. On risque donc de se retrouver avec une nouvelle taxe d'habitation, une taxe foncière férocement augmentée, alors que le taux de prélèvement obligatoire est déjà au plus haut et que les finances publiques sont effondrées. Carton plein. Bon, vous êtes bien pessimiste. Et puis, pour couronner le tout, il fallait quand même définir un prix de marché, puisqu'il n'y avait pas de marché. On a défini un prix de marché. Prix de marché qui a été indexé sur quoi? Sur le gaz. Vous allez me dire pourquoi sur le gaz, puisqu'on n'utilise pas. Parce que les Allemands utilisent le gaz. Et que toute cette démarche, c'est une démarche allemande. Toute la réglementation européenne est une réglementation allemande. Mais les énergéticiens allemands étaient à la ramasse totale, ruinés totalement.
Et l'Allemagne était totalement vulnérable en matière énergétique. Comment voulez-vous que ce pays, qui a fondé sa richesse, son efficacité, sa crédibilité sur son industrie, accepte que la France dispose d'un outil compétitif aussi puissant qu'EDF à sa porte? L'obsession allemande depuis 30 ans, c'est la désintégration d'EDF. Mettez-moi quand même, Monsieur le Premier ministre, puisque vos propres troupes absentes sont incapables de leur répondre, de condamner quand même le cynisme de la gauche qui ose venir et monter ici à cette tribune pour pleurnicher sur les factures des Français, sur la misère énergétique que vous avez installée, alors que c'est la gauche qui a inventé les taxes sur le gaz, sur le fioul, sur le carburant et même sur l'électricité. Toutes ces taxes viennent de l'idéologie de la gauche qui a sacrifié le modèle du Conseil national de la résistance, qui avait placé l'énergie comme un bien fondamental au-dessus du marché, dans les mains du marché. C'est la gauche traître sociale, comme d'habitude, qui, avec la Commission européenne, a fait de l'énergie un bien comme les autres, à la merci des spéculateurs, à la merci des multinationales. Vous avez sacrifié l'un des plus précieux acquis de la résistance. Et vous venez maintenant pleurnicher, accuser le monde entier de vos vices. Ce sont vos vices qui ont conduit à cette catastrophe. Et je regrette qu'une fois plus, la majorité macroniste soit incapable de regarder en face ceux qui ont causé cette catastrophe. C'est bien la gauche qui a créé la catastrophe énergétique que vit la France. Et vous n'avez fait que de les soumettre, que de les suivre. Comme d'habitude, vous n'avez Dieu que pour ces fous de gauche. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.